Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un épisode doublement spécial parce qu'il s'agit d'un hors-série interview déjà, mais aussi parce qu'avec mon invité, nous enregistrons depuis la Colombie. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Ludovic de Melmester. C'est bon, je l'ai bien dit. C'est bien ça, bravo. Directeur général LATAM, donc Chili, Puerto Rico, Colombie et Pérou, de Royal Canin. Vous me connaissez, j'aime pas trop raconter moi-même l'histoire de mes invités, mais je peux quand même vous souffler à l'oreille qu'il a un parcours international aussi varié qu'impressionnant. Bonjour Ludovic. Bonjour Charlotte. Merci de m'accueillir à la surprise interculturelle. Je suis un peu intimidé, mais j'ai cette chance en fait de pouvoir partager un bout de mon expérience avec toi. Donc merci de m'inviter. Je suis actuellement en Colombie, ça fait 4 ans que je suis en Colombie, d'accord, et j'ai 25 ans d'expérience chez Royal Canin. Alors Royal Canin, c'est une entreprise qui à l'origine est française, qui depuis maintenant une bonne dizaine d'années appartient au groupe Mars, d'accord, donc groupe qui appartient à une famille Mars aux États-Unis. Et moi j'ai eu la chance de vivre plusieurs expériences grâce à Royal Canin à travers le monde. Et j'ai notamment vécu en Russie pour Royal Canin, actuellement en Colombie, et l'opportunité aussi de voyager à travers le monde entier dans plus d'une cinquantaine de pays pour représenter Royal Canin. Alors Royal Canin, c'est une marque qui a une histoire incroyable parce qu'elle est née d'un vétérinaire qui souhaitait en fait améliorer la santé de son berger allemand dans le sud de la France, en Camargue, il y a plus de 50 ans. Et cette marque, depuis 50 ans, a cette ambition de faire un monde meilleur pour les chiens comme pour les chats à travers le monde. Et donc, je me retrouve aujourd'hui en Colombie, mais avec la responsabilité de plusieurs pays, qui sont le Pérou, bien sûr, Puerto Rico, le Chili et enfin la Colombie. Et pour moi, c'est une expérience incroyable, hyper enrichissante de culture, de diversité, mais aussi professionnellement. Et voilà, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Merci de nous offrir ce moment. Puis je sais que tu es plutôt discret sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, on a de la chance. Oui, et alors paradoxalement, je suis un extraverti. Alors vrai. peut-être que je suis plutôt introverti avec les réseaux sociaux, Ouais. mais d'un point de vue naturel, je suis plutôt quelqu'un d'assez extraverti. Bon, Donc, on devrait avoir des choses à se raconter. Alors. ouais, alors là, tu peux compter sur moi. Extra. Eh ben, écoute, j'aime bien commencer par essayer de comprendre en fait ce qui amène mes invités à développer une carrière à l'international. Hein. Toi, dans ton enfance ou je sais pas, dans ta jeunesse, ton adolescence, tu avais un rapport particulier à l'international ou est-ce que ça a été un tournant inattendu J'adore cette question, figure-toi, Charlotte, parce que c'est quelque chose que j'ai partagé avec des amis il y a pas si longtemps, finalement, où on racontait un peu notre histoire, comment on a pu se retrouver à l'international, ou en tout cas attiré par ces expériences à l'étranger. Alors figure-toi que moi, c'est tout l'opposé. Je viens d'une famille qui partait en vacances en France, qui ne découvrait pas ou ne partageait pas d'expériences de voyage à l'étranger, de différentes cultures, etc., etc. Et donc, figure-toi que moi, mon premier voyage, je l'ai fait à l'étranger seul. Et ça a été une décision d'être plutôt en rupture avec mon quotidien, avec tout ce que j'avais pu connaître avec mes parents et ma famille, etc. Et donc, j'ai pris la décision de partir avec un sac à dos et découvrir l'Europe tout seul. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, quelle expérience, quel moment, quelle richesse.
Et en revenant, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à repartir. Donc Mais c'est finalement, bien beau, en fait, cette envie de partir comme ça tout seul. Enfin, c'est pas tout le monde qui part tout seul en sac à dos, alors qu'ils n'ont pas voyagé avant, quoi. ouais, Tu as une idée de d'où ça vient? si pour te dire la vérité, je vivais dans des bâtiments où finalement on était tous renfermés les uns des autres et la vie sociale se passait, comme on dit, au pied du bâtiment. Donc pour Le sortir, fameux: «Eh Manu, tu descends?» c'était un peu ça. Et pour sortir de cet environnement, de me dire c'est pas possible, c'est pas une vie ça, bah, j'ai pris la décision de partir tout seul et de découvrir. Donc je suis parti en train jusqu'en Grèce et puis je suis resté plusieurs semaines. Et là, c'était une révélation. Je me suis dit, c'est pas possible, ma vie, elle doit être faite de découvertes. Et d'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai repris les cours, je me suis dit, bon, à la fin de mon parcours scolaire, il faut absolument que j'améliore une de mes langues apprises à l'école. Donc, j'avais l'anglais et l'espagnol. Et mon idée était de partir, en fait, très loin Mmh. pour être en rupture avec mon quotidien, à la fois avec mes parents, avec mes amis, etc. Et surtout me dire, il faut que je m'en sorte tout seul. Mmh. Donc je me suis dit, je vais partir au Mexique. Ok, l'histoire est, je suis à Paris, je vais directement à l'ambassade du Mexique et l'ambassade du Mexique me dit, à ce moment-là, enfin, je suis accueilli par les équipes de l'ambassade et il y a une personne qui me dit, alors pourquoi aller au Mexique? Alors je lui explique que mon ambition, c'est d'apprendre l'espagnol. Et puis elle me dit: «Est-ce que vous avez des connaissances sur place?» «Non». «Est-ce que vous avez, un travail sur place?» «Non». «Est-ce que vous avez un hébergement sur place?» «Non». Et là, je me vois, recevoir un non, «Tu n'auras pas de Oh, visa», donc pas de visa pour partir, au Mexique. tu avais quel âge à ce moment-là? 24 ans. OK. Et sur la route, de retour, chez moi, je vois une annonce énorme sur le périphérique qui annonçait en fait des allers-retours en bus avec Euroline pour l'Angleterre. OK. Et avec une promotion c'était vraiment hyper intéressant. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je me suis arrêté et j'ai pris un billet. Extra. Et 2 jours après, je partais vivre en Angleterre. Et c'est incroyable comment la vie est faite des fois. Ah oui, oui, c'est. Et je vois encore mes parents le soir et je leur dis, je pars en Angleterre dans 2 jours. Là, c'est littéralement, «Mes chers parents, je pars». Euh, Et là, il n'y a pas de réaction, hein. Ouais. Et là, si tes parents, à aucun moment, ils sont pris de curiosité, ils vont te dire: «Mais alors Ouais. pourquoi?» Et puis 2 jours après, je fais mes bagages et puis ma mère me dit: «Mais tu fais quoi?» Tu pars Je vraiment? pars, maman, je pars en Angleterre». Alors là, c'est la panique. Et puis me voilà parti et puis je suis resté, presque 2 ans. Ah ouais, Mmh. extra. Et toi, tu avais fait tes études déjà à ce moment-là? Enfin, c'est quoi ton parcours? Tu as fait des études? Alors, Comment? j'ai bien sûr, bon, école de commerce, formation en management. Je voulais, vraiment, renforcer mes compétences en management parce que je me voyais, je me voyais, finalement, grandir, dans un environnement, entouré de gens. Donc et moi j'aime beaucoup être avec les gens, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup communiquer, je suis un extraverti, je suis très généreux dans l'empathie et donc je me voyais déjà à l'époque être entouré vraiment de, beaucoup de gens. Et donc je me suis dit: «Bah, il faut que je renforce mes compétences, en management, en leadership, en pilotage». Et puis j'ai fait aussi, une formation à Paris. Mais bon, ça c'est que de la théorie. Après Mmh. tout, vient, Ça me parle vachement parce que c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. d'accord. Enfin, c'est bon, moi, au début, je partais sur du marketing, puis finalement, ça m'a pas plu. Mais donc j'ai fait une école de commerce. Moi, c'était, du coup, entre Reims et Madrid. Et ce qui me plaisait, c'était le management. Et je me disais: «Je sais pas dans quel domaine je vais manager, mais je veux ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est comment tu interagis, comment tu» donc ce que tu décris, c'est rigolo, c'est exactement ce que j'ai vécu en tant qu'étudiante. Bah, écoute, tu vois, on a un point commun. Ouais. Et donc tu es partie tout seul en Angleterre, tu es Je suis resté 2 parti ans, tout tu as fait quoi seul, là-bas? oh, j'ai fait tous les jobs possibles, imaginables, l'objectif au départ était bien évidemment d'améliorer mon anglais, hein. C'était vraiment, ma priorité, c'était d'apprendre l'anglais, hein, et finalement j'ai fait, plein de jobs. J'ai bossé, dans un restaurant, dans une boulangerie, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
j'ai distribué des tracts dans la rue aussi. Et puis j'ai fini en fait dans un établissement de nuit à Londres, qui était le plus grand de Londres à l'époque, et je suis resté là-bas. Et puis après, au bout d'un moment, quand j'ai compris que j'avais atteint la limite de ce que je pouvais faire ou apprendre ou découvrir en Angleterre, bah, j'ai décidé de rentrer. Ok, Voilà. c'est comme ça que tu es rentré. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as rejoint Royal Canin ou pas du tout? Non, j'ai commencé à bosser dans un laboratoire pharmaceutique. Et puis de ce laboratoire pharmaceutique, un autre laboratoire est venu me chercher. Et puis j'ai fini dans un troisième laboratoire pharmaceutique qui à l'époque s'appelait SmithKline Beecham et qui aujourd'hui est Glaxo. C'est le troisième plus gros au monde. Mhm. Et puis de là, j'ai été contacté par Royal Canin qui cherchait en fait des compétences dans le milieu pharmaceutique et puis relations médicales, parce que moi, mon client était les médecins généralistes. Non pas pour vendre du Royal Canin aux médecins généralistes, mais parce que Royal Canin avait l'ambition en fait de se lancer dans une catégorie qui est la catégorie vétérinaire à travers le monde. D'accord. Et donc l'idée était d'aller chercher des compétences en humaines pour les aider dans le modèle de recommandation qu'allait développer la marque dans le réseau vétérinaire dans le monde. Voilà. D'accord. Et là, tu es parti du coup au siège ou tu étais... Non, j'ai été en fait embauché comme à l'époque c'était vendeur, donc commercial, et j'étais le premier commercial de France en fait à rentrer chez Royal Canin pour explorer cette catégorie qui était la catégorie vétérinaire, donc le réseau vétérinaire qui est énorme en France, et on m'a demandé en fait de commencer à Paris. Donc j'ai commencé comme le premier vendeur commercial vétérinaire pour la marque Royal Canin auprès de cette catégorie. Bon, c'était très compliqué parce qu'en Ouais. fait, on commençait avec une page blanche, une réputation pas terrible auprès des vétérinaires à cette époque-là. Et donc, ça m'a permis d'énormément apprendre, de découvrir aussi le monde, un monde beaucoup plus émotionnel. Ok. Bah, le monde des animaux de Mhm. compagnie, hein, les chiens, les chats. Et puis bah, finalement, j'ai réussi à me passionner pour ce que je faisais. Et c'est ma passion qui m'a conduit ces 25 dernières années à travers plusieurs aventures, expériences, missions, pays. Et voilà, c'était à mon avis la bonne décision Ouais. de tenter l'aventure à cette époque-là. Génial. Et alors, comment de là, tu finis par repartir à l'étranger? Alors, ok, donc je fais de nombreuses années auprès de la filiale, la filiale française, en fait, la structure française de Royal Canin. Et moi, j'avais toujours eu l'ambition, en fait, finalement, de sortir de la France. Et j'étais surtout, moi, très ouvert à partir dans n'importe quel pays dans le monde. Et je me souviens de mon line manager qui me disait à l'époque, tu sais Ludovic, on a énormément de gens qui veulent partir, mais au moment de partir, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un blocage ou un frein, ok? Et pourquoi je te raconte cette histoire-là? Parce qu'il me dit, bah, figure-toi que j'ai quelque chose à te proposer. Je lui dis, très bien. Écoute, il y a un poste de directeur commercial là, qui vient de se libérer en Russie, et on aimerait bien que tu partes en Russie. Le grand saut. Ah ouais, et la Russie, c'était en 2009, 2010 qu'on est parti. Bah, comme ça, sur le papier, ça fait pas rêver. Hein, c'est pas la destination où on se dit: «Tiens, allez, mes valises sont déjà prêtes, je suis prêt à partir, j'y vais les yeux fermés». Non, là, je me voyais plus dans un process à expliquer à ma femme en rentrant le soir: «Bah, écoute, j'ai eu une opportunité, alors je préfère que tu Assieds-toi. assieds-toi, je» et puis ça s'est fait. Ça s'est fait, de façon, très, c'est une décision commune, c'est une décision, hein, ça peut pas être une décision, individuelle, sinon ce serait vraiment, voué à l'échec, je pense. Donc on a réussi tous les 2 à trouver finalement, tout ce qui serait une belle aventure, des expériences, des découvertes, un enrichissement. Et on s'est dit: «Allez, on y va».
Et donc, on est partis tous les deux en Russie. Donc vous étiez que tous les deux à l'époque. Non, on avait un petit garçon, de 2 ans, et on est parti en Russie avec lui là-bas. Et on est parti en plein hiver, on est arrivé au mois de janvier, donc dans des conditions terribles. Mais au moins, Moi, tu sais oui, direct. puis c'est la Russie, je veux dire, tu t'attends pas à autre chose. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accueilli par mon line manager à l'époque, et puis je lui ai dit, alors quelle serait selon toi la meilleure façon pour moi de mon onboarding ou ma connexion avec le pays, avec cette culture, avec la Russie. Et il me dit, le mieux, Ludo, c'est que tu partes directement en Sibérie plusieurs semaines pour te familiariser avec la culture, les Russes. Ton line manager, il était russe ou il était français ou il était d'ailleurs? Non, lui, c'est un Français. C'était un Français à l'époque, mais qui a vécu 10 ans en Russie. Donc, il était vraiment marqué par la Russie, par la culture. Il parlait extrêmement bien le russe, bien évidemment. Et en fait, il me dit, si tu veux vraiment te rapprocher de la culture russe, tu dois apprendre le russe. Donc, pour apprendre le russe, c'est que tu sois dans un environnement Ou t'as pas le choix. où tu n'as pas le choix. Donc, effectivement, quand il m'a envoyé en Sibérie, je me suis retrouvé effectivement là dans des conditions, dans un climat mais terrible, mais en même temps avec des gens d'une gentillesse, d'une bienveillance qui m'ont vraiment bien accueilli, qui m'ont aidé. Et ça m'a forcé véritablement à apprendre le russe, parce qu'en fait, les Russes ont beaucoup plus d'émotions qu'on peut l'imaginer parfois, ok? Et finalement, si tu apprends la langue, c'est le meilleur moyen de partager les émotions, de comprendre les émotions. Finalement, c'est aussi une forme de respect, mais c'est aussi une façon véritablement de rentrer dans la culture et être à l'aise dans toutes les situations, dans tous les environnements qu'on peut retrouver dans un pays comme la Russie. Et tu avais des cours de langue? Ouais. T'as pas appris juste sur le tas, Non, quoi. j'ai pris des cours de russe avant de partir, mais alors vraiment très Très basique. ouais, très basique, très très simple. Et puis arrivé sur place, j'ai pris les cours, mais comme je m'occupais en fait, on vivait à Moscou, on était basé à Moscou, mais je m'occupais de tout le pays et j'avais des distributeurs répartis sur tout le pays. Et donc je voyageais 2 à 3 semaines par mois. Et donc au bout d'un moment, les cours, c'était plus possible. Ouais. Parce que en fait, à chaque fois que tu te déplaces en Russie, il y a aussi un décalage horaire qui se fait. Donc jusqu'à Vladivostok, où il y a 8 heures ou 10 heures, je ne sais plus, 7 ou 8 heures. Bref, à chaque fois, j'étais... alors, je cherche des excuses, hein, mais en même temps, je me suis dit, j'apprendrai plus vite la langue en étant véritablement avec des Russes. Et puis, j'ai découvert une chose, ils ne parlaient pas anglais, ou très peu anglais. Ce n'était pas non plus une compétence chez les Russes, hein. Donc, j'ai le souvenir qu'une fois, avec mon épouse, on rêvait d'aller au Bolchoï voir un ballet, parce que je pense que c'était vraiment l'endroit le plus réputé au monde pour vivre une expérience de ballet. Et je me vois en fait essayer d'acheter des billets en anglais, et là la personne ne comprenait mais absolument rien. Et C'est pas qu'elle fait pas d'efforts, c'est que ah vraiment. non. Et donc là, c'est véritablement à toi de tout faire, de faire les efforts. Et c'est des moments incroyables où tu vas effectivement te plier en quatre, et tu vois que la personne finalement va véritablement apprécier les efforts que tu vas faire. Et puis c'est vrai que quel que soit l'endroit où tu vas, il y a pas beaucoup de personnes qui ont cette capacité à parler anglais ou une autre langue. Et donc bon, voilà, le russe c'était important. C'est Et formidable. à Gavalu Paruski. Merveilleux. Moi, je suis pas encore, hein. Et donc Delphine, ta femme, a appris le russe également? Elle a réussi à. Elle a appris le russe, elle a même très bien appris le russe, parce que je pense qu'elle parlait même mieux le russe que moi. Moi, j'avais un russe très professionnel, un russe de business. Elle avait un russe de tous les jours, quotidien. Donc, elle avait la capacité vraiment de communiquer dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et tous les jours. Alors que moi, je m'étais vraiment approprié un environnement, un monde qui était celui du boulot. Et puis, bon, je n'étais pas hyper à l'aise avec le reste des situations au quotidien, non.
C'est rigolo et j'ai toujours considéré que les langues, c'était vraiment des clés pour ouvrir des nouvelles portes, quoi et Ah c'est oui, vraiment ce truc-là de tu peux pas rentrer chez les gens si tu peux pas communiquer avec eux, en fait. ah Enfin, je parle non, de rentrer évidemment, métaphoriquement, tu vois? Mais, ah on est d'accord, mmh, on est d'accord. Alors et d'ailleurs, quel que soit d'ailleurs l'endroit dans lequel, j'ai eu la chance de me retrouver, professionnellement ou même personnellement, j'ai systématiquement été chercher les 4, 5 ou 10 mots mmh, clés qui me paraissent indispensables pour, au moins respecter ou leur montrer ou montrer, au pays qui t'accueille finalement que toi aussi tu fais des efforts à apprendre, quelques mots. Donc, ça fait toute la différence. C'est fou de voir comment les regards s'éclairent, ah des oui, fois, oui. particulièrement sur des langues où justement, bon, à la limite sur l'anglais, sur l'espagnol, ils trouvent ça chouette, mais voilà. Mais des langues comme alors j'imagine le russe, mais tu vois, moi j'ai été beaucoup dans les pays arabes. Quand tu as pas besoin de grand-chose, hein, franchement, tu sors 2 mots en arabe, ils sont là: «Oh mais c'est génial, tu dis ça!» Ah oui, 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 oui. et ça crée un lien tout de suite de ça débloque un truc, enfin ça je sais pas, ça crée un pont qui est assez, Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. impressionnant. Et si tu veux bien, j'ai une anecdote. J'ai eu, j'ai eu plusieurs pays à couvrir dans le monde et notamment un qui était très important pour nous en termes de business, c'est l'Arabie Saoudite. OK. Très important en termes de business, mais j'ai envie de dire, assez unique, culturellement. Je veux dire qu'on est vraiment sur un pays qui est, vraiment, structuré. Ton quotidien, ton agenda, ta vie quotidienne est structurée par, la culture de ce pays. Je Mmh. veux dire la religion de ce pays, OK? OK. Et donc, dans ce pays-là, que j'ai vraiment adoré, j'ai un coup de cœur, hem, si tu fais pas l'effort de tout laisser, tous tes codes, chez toi, et tu te mets à vivre, cet agenda, cette vie culturelle, cette vie co totalement différente, ça peut être un peu brutal, OK? Et en même temps, c'est une richesse parce que culturellement, tu vas apprendre, découvrir tellement d'autres choses. Mmh. Bah, tu vois, j'avais fait l'effort parce que c'est un pays aussi très hiérarchisé. Ouais, C'est-à-dire très que vertical, hein. oh là là, Mmh. c'est vraiment très vertical. C'est-à-dire que quand je rencontrais nos partenaires et notamment la première fois, il y a eu tout un protocole où j'ai rencontré, notre partenaire et je me souviens d'être rentré dans les bureaux et me v'là dire bonjour à tout le monde. Mmh. Mais non, Non. je respecte pas le protocole. Ouais. Parce que je vais voir, une personne qui est, je sais pas, à l'entrée, qui s'occupe de la réception et je vais dire bonjour de façon, très naturelle, Mmh. dans ma générosité empathique et Mmh. voilà. Alors que finalement, j'ai pas respecté le code qui est d'aller directement à la personne la Le qui est plus hiérarchiquement la plus importante. Et en fait, je me suis rattrapé comment? Parce que j'avais fait l'effort d'apprendre les quelques mots pour dire bonjour, je m'appelle, Ludovic et cetera. Et là, ça l'avait surpris. Mmh. Et tu vois, ça avait ah là, ça la relation était devenue, beaucoup plus, j'ai envie de dire, on était dans un environnement plus sain, plus serein, moins de tension et Mmh. cetera. Parce que j'avais fait l'erreur de pas respecter, en fait, un protocole qui était d'aller directement, Ouais. au plus hiérarchique en premier sans, passer par tous les bureaux à dire: «Bonjour, ça va?» Ça doit te plaire du coup ici en Colombie, Ah oui, ici j'adore, ici ça va, ici c'est ici c'est tout extraordinaire. le contraire. Oui, 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 non, C'est une cul enfin, je pense qu'avant la Colombie, j'avais jamais vraiment réfléchi à quel point il y avait des cultures qui étaient introverties et extraverties. ah oui, ouais, ah Et non, là ici, c'est une c'est culture qui est totalement extravertie, ah c'est oui. extraordinaire. Enfin moi, ça me correspond vachement bien du coup, ça me plaît. Ah mais moi je suis fasciné par, en fait j'ai vécu ces 2 expériences. Je peux pas dire qu'il y ait des pays, je j'ai envie de dire la Russie est un pays plutôt comme ça qu'on pourrait considérer d'un peu introverti. Mmh mh. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est hyper généreux dans l'empathie, dans l'énergie, dans le sourire et cetera, ils vont trouver Ils vont trouver ça louche. ils vont trouver ça louche. Ouais. Il y a quelque chose qui, historiquement, Mmh. peut leur paraître un peu louche. Ce comportement, qui est un comportement chez moi totalement naturel. C'est-à-dire, c'est toute l'expression, de, j'ai envie de dire de ma personnalité à travers, ce comportement. Mmh. Donc figure-toi que quand je suis arrivé en Russie, j'étais comme ça. Ouais. Et donc effectivement, les gens, naturellement, ils trouvent ça un peu trop, c'est un peu trop extraverti.
Moi, j'applaudissais pour tout, je tapais dans les mains, je souriais tout le temps. C'était pas possible. C'était pas possible. Tu dois avoir un peu de réserve, ok? Et après, effectivement, ça s'ouvre. Mm. Ici, ah bah alors ici, c'est génial. Ici, je peux y aller. Ouais. Je pense que ça passe beaucoup plus facilement. Mm. Et puis, c'est aussi une façon de construire la relation, de mettre tout de suite des gens à l'aise. Mm. Et puis, je pense que c'est un moyen de connecter plus facilement aussi Ouais. avec. Mais avec... encore une fois, ouais, ça dépend du cadre culturel, quoi. C'est vrai que Effectivement. c'est perturbant. Mais j'avais fait un épisode du podcast là-dessus, un de mes épisodes solo, parce que du coup, en dehors des interviews, j'ai des épisodes solo où je raconte des anecdotes comme ça. D'accord. Et j'avais fait un épisode sur les bonnes ondes des Colombiens Ah, et sur le fait que tu passes au péage et t'as la nana du péage qui dit pas juste le prix. Et puis voilà, elle est là, ah, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les está yendo su día? Comment se passe votre journée? Tout Ah, ça. oui. Et moi, ça me sidère, mais parce qu'effectivement, enfin, ça m'a amené une grosse réflexion aussi sur. Moi, je suis un peu comme ce que tu disais au début, je pourrais aller dans n'importe quel pays. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, je pense quand même qu'il y a des pays qui correspondent mieux à ma personnalité. Et tu vois, moi, je suis karatéka et j'adorerais aller au Japon. Mais je sais aussi que le Japon, pour le coup, c'est un pays qui est extrêmement introverti et qui est beaucoup plus sur la réserve et que moi, c'est pas du tout ma personnalité, tu vois? Donc est-ce que je serais à l'aise? Est-ce que, voilà? Ça m'a amené, tu sais, une vraie réflexion sur, bah, est-ce que je pourrais être heureuse n'importe où ou pendant enfin, après c'est comme tout, ça dépend du temps que tu passes sur place et cetera, tu vois? Mais Ouais, non, mais je pense qu'on a plus de points communs finalement que ce que j'imaginais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai eu la chance enfin, d'avoir passé quelques jours au Japon 2 fois, et effectivement, c'est complètement différent parce que c'est pas une légende de penser que le Japon a ses règles, ses protocoles, a une vraie discipline, que tu dois aussi respecter des valeurs. Ça, c'est une vérité. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien finalement de se dire, waouh, mais c'est pas légendaire, ouais. c'est pas un film, c'est Mmh. même pas une histoire. Là, tu vis ça, tu vois, mais vraiment en live. Donc, je t'invite à y aller parce Mmh. que ça fait du bien aussi. Ah ouais, Et puis, mais tu es une pour le coup, j'ai extravertie. vraiment envie d'y aller. Ah Quoi qu'il oui, arrive, que ça me corresponde ou pas, j'ai vraiment envie d'y aller. ah oui. Mais ouais. Puis nous, comme on est un peu plus, je vais aller vraiment dans l'empathie, peut-être dans l'énergie, dans le côté relationnel très, très, très facile. Bah, là-bas, tu vas te rendre compte que bon, il va falloir que tu prennes un peu sur toi, Mmh. quoi, hein. Que tu prennes sur toi, quoi, partout, quoi, hein. Naturellement, personne va venir non plus t'aider. Donc, c'est à toi de faire les efforts. Et quand tu fais les efforts, tu les fais aussi en respectant des codes. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est génial. Mais je trouve que c'est une question qui est tellement, enfin, tu vois, c'est de la dentelle, c'est de la Ah finesse oui, de oui, oui. à quel point je peux être moi-même et m'adapter au cadre culturel, mais sans me fourvoyer et tu vois, c'est un jeu, c'est un équilibre à trouver Ça fait ça. c'est voilà, c'est un exercice qui est, tout en finesse, c'est pas toujours évident, je trouve. Oui, mais avec ton parcours, hein, avec toutes les expériences que tu as eues entre l'Australie, l'Espagne, la Colombie, la Roumanie, etc. Mmh. Je pense que tout ça, ça te permet de mixer, tu vois. Après, tu as le cocktail qui te permet d'être finalement un peu à l'aise partout, quoi. Mmh. Non? Ouais. On est Ah bah, d'accord? oui, 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 moi et puis même être mal à l'aise, c'est intéressant parce que du coup, c'est ça qui te secoue et c'est ça qui fait que tu te dis: «Tiens, j'avais pas pensé à ça, sous cet Ah angle-là». ouais, alors, si, moi, des moments comme ça, j'en ai vécu plus d'un, hein, je t'avouerai, mais bon. Mais je voulais te demander justement parce que tu vois, entre la Russie et la Colombie, pour le coup, tu sais, tu peux dire: «Ah OK, je suis allée dans un pays où culturellement c'était hyper différent. Bon, je suis plutôt bien outillée et puis j'arrive dans un nouveau pays». Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis: «Ouais, en fait, non, je suis pas si en fait, là, j'ai des outils à acquérir de nouveau parce que même si je connais l'interculturel, ça, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas perçu ou j'avais pas». Hem, alors, je te remercie pour cette question parce que, effectivement, il m'est arrivé, il m'est arrivé des moments où effectivement je me suis dit: «Oh là là, j'ai je respecte pas finalement, les codes, les règles, ou la culture ou le process et cetera», et j'ai le souvenir, notamment en Russie, il y a un moment qui est hyper important pour les Russes, c'est le toast. Faire un toast pendant le repas.
Ça OK. fait partie, ça fait vraiment partie de leur culture, Mmh. OK? Et que ce soit les repas professionnels, repas, familiaux, ça peut être, dans toutes les occasions, je pense que le toast fait partie du protocole, OK? Bon, tu sais qu'en France, on aime bien aussi, faire des toasts, mais on les fait, on les fait avec beaucoup de générosité aussi, on les fait, dans les moments festifs, et puis, ben, en Russie, non. En Russie, il y a une règle. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas avoir un repas professionnel, et je me souviens de ce premier repas professionnel, la personne qui est hiérarchiquement la plus gradée, la plus haute, hem, doit être la première personne qui commence, Qui lance le qui toast. lance le toast. OK. Donc finalement, toute la table va attendre ce moment-là. Les personnes boivent, hein, du coup. Eh non, tu dois pas, théoriquement, tu dois pas boire avant. Et puis, ben, aussi, il y a une culture de la vodka, donc c'est quand même assez protocolaire. Mmh. Et là, effectivement, la personne va prendre son verre, va même parfois se lever et va vraiment faire un discours Elle met une intention, quoi. et une Vraiment, intention. Mmh. Et il y a de tout. Il y a de la reconnaissance, il y a des émotions, il y a des remerciements, et c'est tellement, des moments importants Mmh. que là, il y a plus un bruit. On écoute et effectivement, c'est des moments qui sont tellement forts culturellement pour eux, que c'est un grand moment, de respect, d'écoute, de reconnaissance et émotionnellement, j'ai toujours trouvé ces moments assez forts. Quand moi, au début, je considérais ça comme un moment, allez, chin chin, Oui, c'est bon, allez, chill, hein. ouais, et merci à tout le monde, et cetera, comme on peut le On t'a pas faire chez regardé nous. dans les yeux. C'est Exact. ça Et le ben plus grave, tiens, quoi. ça c'est non, mais alors, c'est parfait que tu me dises ça. Quand tu trinques, si chez nous, en France, on peut parfois un peu se reprocher de ne pas avoir regardé dans les Mmh. yeux au moment de trinquer, en Russie, ça fait partie aussi du protocole, OK. OK? Et donc figure-toi que j'ai appris à préparer systématiquement un discours, vraiment à être dans l'impact ou c'est dans l'émotion, dans la reconnaissance, parce que c'est des moments qui sont tellement importants Mmh. que j'ai compris à quel point il fallait que je sois moi-même, culturellement bien aligné, bien en phase et à l'aise avec ce moment-là. Alors que le tout premier a été une catastrophe parce que, j'étais à peine arrivé, que quand il m'a servi, mon petit verre de vodka, je me voyais déjà, et là non, et là non. Et après j'ai compris et je t'assure que tous ceux qui ont vécu en Russie ou qui ont eu, l'occasion de partager des repas professionnels avec des Russes ont vécu ces moments de toast, qui sont des moments, Formidable. ouais, c'est des moments forts. Émotionnellement, c'est très fort. Ça me fait penser à moi, j'avais fait le Nouvel An mongol. Alors à Rennes, hein, pas en Mongolie, je rêverais d'aller en Mongolie. Franchement, vraiment, c'est tout dans les pays que je vais aller visiter. Mais donc j'étais avec un couple franco-mongol et ils nous avaient montré parce que c'est toute une cérémonie et donc c'est l'hôte qui va tendre un verre de vodka à chacun alors le même verre, donc il boit dans le verre, il tient son coude, il tend le verre à un premier invité qui boit, mais alors il est pas obligé de tout boire. Tu peux boire tout le verre, tu peux boire juste tremper tes lèvres, qui retend en retenant le coude et ainsi de suite sur chacun des invités C'est génial, et je trouve ça extraordinaire. Du coup, c'est génial. bon, c'est des cultures enfin, c'est des pays qui sont proches aussi et Ah qui ont oui, oui. voilà, des Ah oui, histoires, oui, oui. La Mongolie et la Russie sont effectivement, tu as raison, des pays, très proches. mmh, Mais c'est un toast quelque part. mmh, Le process est différent, mmh, mais le toast c'est ça. est un L'intention que tu y mets, c'est la ça, signification sociale, la signification, comment c'est vecteur de lien, en fait, dans la communauté, non, c'était des moments, c'est des moments, ouais, c'est des moments un peu forts mmh, émotionnellement. Culturellement, ça, c'est des moments forts. mmh, Alors qu'effectivement, si tu si on revient ici, 2 pays qu'on connaît bien tous les 2 comme la Colombie, mmh. ça fait pas partie, des protocoles, d'un Oui, repas, non. et cetera. D'ailleurs, l'alcool est assez peu présent, je trouve, par rapport enfin, tu vois, tu te dis moi, du coup, je mène un projet avec mon ONG sur les traditions culinaires et donc tu dis: «Ah OK, donc on collecte des plats, des recettes et cetera». Donc notamment, bah, toi, tu dois connaître Esperanza, Oui, oui, qui oui. nous a partagé sa recette de l'haricot, qui est donc un plat typique
colombiens, mais particulièrement bogotanais. Et donc je lui dis: «Mais du coup, on boit quoi avec, quoi?» Ben, en fait, on boit pas d'alcool avec. Non, Il y a pas Ça fait pas partie de la tradition, comme nous on peut avoir d'associer tel plat avec telle, c'est vrai, boisson. tu as raison, tu as raison. Il y a pas cet aspect-là. Mmh. Bon, je trouve ça aussi, plutôt pas mal parce que finalement, nous, on va toujours, chercher à associer un plat avec un vin, Ouais. une boisson et puis, non, ici, non, ici, si j'ai une anecdote à te raconter, c'est peut-être la première fois que je suis arrivé ici, pas les premiers jours, mais la première fois que j'ai demandé à mon équipe, finalement de qu'on se retrouve tous au bureau, de Bogota et je leur dis, «Bah, écoutez, idéalement, si on pouvait se retrouver vers 9h, ce serait bien», puis pour moi, vers 9h, non mais tu sais, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien arriver l'histoire. Vas-y, Et raconte. et donc, bah, moi, à 8h50, j'étais là, quoi. J'étais vraiment, puis un peu stressé parce que c'était ma 1re réunion avec eux, je découvrais un peu tout le monde, j'avais une fois de plus bien préparé mon discours en espagnol, me présenter et cetera et 8h55, bah, personne, 9h, personne et puis 9h05, il y en a 4 qui arrivent et puis finalement à 9h20, on était tous les 8 et on a commencé à 9h30 Ouais. et donc je me suis dit et c'est marrant parce qu'on m'avait prévenu, hein, Bah oui. mais je n'avais pas non plus, fixé, allez, à 9h, j'ai dit: «On se retrouve à 9h, ce serait bien qu'on se retrouve à 9h». J'avais acheté en plus des croissants, le quoi déjeuner et cetera. Finalement, on a commencé à 9h30, tout le monde était là à 9h30. Classique. Donc c'est et bon, moins maintenant, je t'avouerai qu'aujourd'hui, c'est plutôt assez, plutôt discipliné. Ouais. Ça peut arriver effectivement qu'on ait du retard, mais c'est pour des raisons de trafic, Oui, bah oui, Bogota pour ça, c'est ouais, terrible. Bogota, voilà. Mais sinon, non, on est, la première fois, connexion Mmh. avec, mon équipe, une demi heure. Allez hop. Mais c'est pas évident, je trouve, de se dire: «OK, bah, comment tu concilies les cultures de chacun?» Voire même la culture dominante du pays, du coup, là, en l'occurrence où tu es, la culture de l'entreprise ou et ta culture, toi, en tant que Ah manager, oui, tu vois? De comment tu viens, placer, oui. bon, bah, voilà comment on va fonctionner, même si c'est pas comme ça que vous fonctionnez vous personnellement. Enfin, tu vois? Comment tu équilibres finalement, Alors c'est une bonne question, Charlotte et je te remercie pour cette question parce que, j'ai vraiment souffert avec cette situation-là et notamment en Russie. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, notre culture d'entreprise, c'est aussi de parler de vision, de perspective, mmh, de voir à 5 ans, 10 ans mmh, et et donc quand tu parles de ça à un Russe, bien poliment, il t'écoute, mais il en mais ça a lui parle pas. rien à faire. Ils sont plutôt court terme, Mais ils sont très ouais, court terme. Parce qu'en fait, ils ont tellement vécu de d'imprévus, de crises, de moments, ouais, totalement, brutals de transformation de leur, situation politique, économique et cetera, qu'ils ne peuvent pas se projeter à mmh, 5 ans et encore moins à 10 ans. Donc si tu veux, tu arrives à si tu veux à engager, souvent tes équipes quand tu les, quand tu as un sentiment d'appartenance parce que tout le monde voit le même, projet, la même vision, la même destination ensemble et mmh, cetera. En Russie, ça marchait pas. mmh, Ça ne marchait pas. Donc j'ai souffert de ça parce que ça fait partie de la culture de mon entreprise. On a des visions qui sont qui sont incroyablement bien, en plus structurées. C'est-à-dire ouais, on porte, je pense, on porte aussi, des projets, des transformations, des projets pour la planète, des projets de transformation d'environnement, des innovations fortes, mais aussi, ça peut être des performances aussi bien sûr, mais moins, mmh, hein. On est moins, à se dire: «On va délivrer ça». Non, on est plus sur vraiment des transformations environnementales. Ça, c'est chouette comme projet. mmh, Mais un Russe, ça l'intéresse pas mmh, et donc et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et souvent ils m'ont dit, «Tu sais Ludovic, hein, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que nos parents ont mmh, vécu, nous, tout ce qu'on gagne, on veut en profiter maintenant». ouais. On veut véritablement, se dire que c'est un moment, à court terme et on veut profiter de la vie maintenant. Mmh. La vie, c'est Parce que aujourd'hui ça, p c'est palpable, ça, c'est et concret, ouais on sait que c'est et on là, sait quoi. pas ce qui va se passer Mmh. demain
Et je l'ai vécu. Du jour au lendemain, boum, une crise en Russie. Mmh. Et on se retrouve avec le rouble qui perd 50% de sa valeur Oui, du c'est jour vrai. du jour au lendemain. Ouais. Et donc, euh, je me dis, c'est pas possible parce que je ne pouvais pas imaginer cette situation-là. Et quand en banque, je vais te dire une anecdote, mais c'est vrai pourtant, on avait des sous en roubles, et là on s'est regardé, on avait plus que la moitié. Ouais. Et ça n'a pas bougé, on est reparti avec la moitié de ce qu'on avait. Et c'est là que tu vois d'un coup le comportement et la culture qui est complètement différente. Mmh. Ils vont tout de suite aller consommer Mmh. parce qu'ils se disent que si aujourd'hui on perd 50%, demain on peut en perdre Bah oui, 70 ou bien sûr, 80. ouais. Et donc ils vont aller consommer tout de suite. Mmh. Et donc comment tu allies cette vision long terme? Tu divises en étapes intermédiaires ou comment tu allies cette vision long terme de l'entreprise avec la culture locale, Et bien, le plus difficile, c'est effectivement les engager sur 5-10 ans Mmh. à travers, j'ai envie de dire, des PowerPoint, euh, des résultats, des performances, etc. Ça marche pas, c'est pas suffisant. OK. Ok. Et donc, c'est comme tu le dis, tu coupes les cheveux en 4. Mmh. D'accord? Donc, plutôt que de parler à 5 ans, tu vas essayer de parler au moins à 2 ans, Mmh. ou en tout cas de leur donner. Et en fait, tu fais en sorte que ce soit un projet commun, que dans 2 ans, on sera toujours ensemble, oui ou non? Mmh. Donc là, si déjà tu as quelques mouvements positifs et puis un optimisme par rapport à eh ben, dans 2 ans, on sera peut-être toujours ensemble. Et ça, c'est déjà potentiellement quelque chose qu'on peut vivre ensemble. Donc, effectivement, là, tu portes à 2 ans, mais ça sert à rien de Ouais, rêver. d'accord. Voilà. Et c'est terrible parce que c'est du rêve, en fait, qu'on essaie de Mmh. donner, mais du rêve professionnel. Mmh. Eux, ils veulent pas de rêve professionnel, ils veulent un rêve à court terme et Ouais, vivre les choses à fond. ouais, c'est intéressant. Moi, j'adorerais, créer une conférence sur, l'impact de la culture sur le développement durable. Ah oui. Parce qu'effectivement, voilà, pareil, moi, je suis allée, en Asie du Sud-Est, tu vas en Thaïlande, tu vas au Cambodge, tu leur parles de: «Non, faut pas acheter ton chewing-gum là parce qu'il sera encore là dans 30 ans», ça veut rien dire. Ouais, ouais, ouais. Ça veut rien dire. Donc quel impact va avoir la culture? À la fois le côté long terme, court terme, le côté, de tu vois, individuel, collectif, comment tout ça, ça a un impact sur le développement durable, j'ai un jour, je ferai une conférence là-dessus. Mais, mais Ah c'est mais un je pense sujet que qui me c'est une passionne. très, très bonne idée, Charlotte, d'associer la culture et l'environnement. Mmh. Je pense que là, tu peux vraiment connecter, tu sais, les émotions, la sensibilité, les valeurs. Et là, je pense que c'est la meilleure approche. Avoir une approche par je veux dire, leurs fondamentaux, comme tu dis, la culture, et parler de transformation, d'environnement, de planète, etc. Mmh. Ça va marcher. Mmh. J'en suis convaincu. Bah, c'est aller voir comment fonctionne l'humain Exactement. pour pouvoir, avoir des Mais leviers, bien sûr. Mais c'est l'émotion qui va aussi t'aider à voir différemment, tout à fait. à penser différemment, à donner aussi, ou avoir une attitude complètement différemment. Mmh. Je pense que si tu avais cette approche-là en Thaïlande ou au Cambodge pour un chewing-gum, effectivement, c'est terrible de se dire qu'un chewing-gum, ça va rester 30 ans. Et si Mmh. tu as une approche beaucoup plus émotionnelle, Mmh. euh, et ben, tu sensibiliseras les gens avec une approche complètement différente. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais, ouais, il y a tellement tellement de choses à faire que si je Ah me lance oui, sur tout déjà, je me lance sur beaucoup de choses, beaucoup d'idées que j'ai et c'est pas bien, il faut que je fasse gaffe, mais j'ai envie de revenir sur ton anecdote là du chin, du toast, parce que je trouve ça intéressant de se dire, je sais pas ce que toi t'en penses, mais en fait, peu importe à quel point tu te prépares, tu vas toujours avoir ces faux pas là, quand tu arrives dans un nouveau pays. Tu te prépares, c'est sûr, tu vas éviter une partie, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait partie intégrante du processus d'interculturalité, ces moments où, bah, tu te plantes en fait, tu vois? ouais, moi, je me suis souvent planté, hein. Mmh, Je me suis moi souvent aussi. planté. C'est peut-être pour ça que on est bien calé sur l'interculturel. C'est parce qu'on s'est planté qu'on a appris de nos plantages.
Exactement. Et à chaque fois, à chaque fois quand tu as une forme de réflexion derrière ce moment où tu te sens vraiment mal à l'aise ou maladroit, mais je pense qu'en fait, moi j'aime bien aussi, j'aime bien revenir sur une situation et avec beaucoup d'humilité dire aux personnes qui étaient là ou aux personnes qui m'entourent, etc., mais raconter l'histoire et leur dire à quel point je le regrette ou Mmh. je n'imaginais pas être aussi maladroit dans ce moment-là et que j'avais aucune intention tu vois, de créer un moment d'incompréhension, de tension parfois, etc., etc. Et donc, des, des, hum, quand tu m'as demandé hier de réfléchir à des anecdotes, je commençais à réfléchir à ça. Et je me suis dit, en fait, Charlotte, elle a raison parce que des anecdotes, on en vit tous les jours, Mmh. finalement. Mais au moment de les partager, avec aussi un peu d'histoire, de storytelling derrière, moi, je pense que on n'est pas prêt. Mmh. Ok. Mais pourtant, on en a plein parce qu'on les partage souvent avec des amis, avec la famille, au retour d'une expérience, d'un voyage, etc. Et je pense qu'il est bien de, je- il est bien de se tromper Mmh. parce qu'en fait, finalement, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'effectivement, il y a une culture Mmh. qui est propre, qui est différente, qui est euh, euh, historique, celle du pays. Mmh. D'accord? Et je pense qu'en se trompant ou en étant maladroit, bah, c'est là qu'on se retrouve face à cette culture qui n'est pas la nôtre et qui est différente. Donc à chaque fois que je me suis trompé, je me suis dit, tiens, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Mmh. Bah, j'adore cette idée mais c'est dur parce que c'est dur de se planter et de l'accepter et j'ai écouté un podcast là récemment, je sais plus comment ça s'appelle, si du Japan Intercultural Institute et il parlait du fait que le cerveau, il avait 2 modes de fonctionnement. D'accord. Le mode, comment ils appelaient ça? Alors attends. Le mode intuitif et le mode réactif en gros. C'est-à-dire que tu as ton mode de fonctionnement classique dont ton cerveau il suit parce qu'il sait comment faire Oui. et le mode réactif, c'est quand les choses se passent pas comme tu avais prévu et donc l'interculturel et ces moments on va appeler ça ces moments de plantage, c'est les moments où ton cerveau, il se dit: «Ah non, là je peux pas réagir en intuitif, il faut que faut que j'agisse en réaction» Bien sûr. et donc que j'analyse et pas juste que je suive ce que je fais habituellement et effectivement, si tu as pas ces moments de blocage-là, ces moments de friction, tu restes en intuitif et donc tu fonctionnes comme tu as toujours fonctionné sans te remettre en question et sans intégrer le fait qu'il y a effectivement d'autres moyens de fonctionner. Je trouve ça hyper intéressant comme approche, Non, ouais, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'ailleurs, mmh, l'approche japonaise, mais en effet, si tu ne, euh, si tu ne fais pas l'effort finalement de se dire, tiens, je viens de vivre quelque chose qui est différent de ce que j'ai l'habitude de vivre, mmh, culturellement, tu vas t'enrichir si tu comprends ou tu l'acceptes ou si tu reviens sur la situation. mmh. Si tu fais pas cet effort-là, tu vas rester dans ta bulle, dans ton environnement, et puis tu vas garder tous tes codes, et puis tu vas parfois même vivre mal les choses parce que tu auras du mal à accepter la différence, la diversité, et c'est ce qui se passe assez souvent finalement, hein. Mais du coup, ça m'amène assez naturellement à, on en parlait tout à l'heure, ce que je partage dans mes conférences, moi, c'est vraiment les compétences interculturelles et pas juste les données parce qu'effectivement, tu peux apprendre que, OK, en Russie, on toast comme ça, OK, mais en fait, tu pourras jamais apprendre Non, une culture. La culture, ça s'apprend pas, ça s'expérimente oui, et donc pour ça, ce qui est fondamental, c'est la posture et donc moi, ce que je partage, ce sont 3 compétences centrales que sont la vulnérabilité, la curiosité et la décentration. Donc la vulnérabilité, la capacité à dire: «OK, en fait, je comprends pas» ou «Je ne sais pas» ou voilà. La curiosité, c'est de dire: «OK, je ne sais pas, mais j'ai envie de savoir. Donc est-ce que tu peux m'expliquer?» Poser des questions et se poser des questions à soi-même sur comment on fonctionne et la décentration, ça, c'est la compétence qui est peut-être la moins évidente ou la moins connue, c'est sortir de notre centre de lecture, en fait. Donc c'est sortir de la situation pour se rendre compte qu'il peut y avoir des regards différents, que ça veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort. oui, oui. Typiquement, ce qui représente très, très bien cette image-là, c'est, tu sais, quand tu as 2 personnes face à face, tu mets un 6 ou un 9 au milieu et il y en a un qui est là en train de dire: «Non, c'est un 6» et l'autre il dit: «Non, non, c'est un 9» et en fait, les 2 ont raison. Les 2 ont raison. Oui, oui, Si tu prends en compte leur point d'observation de la situation.
Donc oui, la vulnérabilité, bah, du coup, je voulais faire ce lien avec ce que tu disais de, bah, en fait, oui, c'est dur bah, des fois, tu comprends pas, tu te plantes, et de réussir à revenir dessus après et dire, bah, en fait, c'était pas mon intention, je me suis plantée. Ça montre une vulnérabilité, savoir dire, j'ai fait une erreur, et je trouve ça, enfin, pour moi, c'est une compétence qui est mais centrale sur le management interculturel, mais sur le management de manière générale. Savoir montrer qu'on sait pas tout, en fait, finalement. Donc, je sais pas ce que toi tu penses de Ah non, alors tout ça? j'adore ce que tu viens de dire. J'étais en train de lire, j'étais en train de boire tes paroles. Écoute, Charlotte, la vulnérabilité, je pense que c'est aussi une valeur qu'on a ou qu'on n'a pas finalement. Mais quand tu as l'occasion de vivre un moment différent culturellement, euh, d'incompréhension, etc. Euh, Moi, j'aime bien finalement me dire, est-ce que j'ai été à la hauteur ou j'ai, est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'étais mauvais, est-ce que j'étais à la hauteur, est-ce que j'ai respecté les codes, etc., etc. Pourquoi j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, mais j'ai aussi beaucoup appris sur le fait que tout était une question d'accepter ses erreurs, quelque part. Donc si tu prends le temps de dire: j'ai été sûrement maladroit et je le regrette», et puis tu essaies vraiment d'essayer de comprendre la situation pour ne pas avoir à la répéter, t'améliorer et puis, être, à la hauteur. Moi, je suis un manager qui, j'ai pas peur de le dire, j'aime bien être aimé. Mmh. J'ai envie d'être aimé, Mmh. OK? Il y a quelques années, on pouvait pas dire ça. Mmh. Mais moi, je ferai tous les efforts pour que, tout le monde autour de moi, me trouve, sympa, un leader inspirant, qui a, le temps, pour tout le monde, qui est capable aussi, finalement, d'accepter, ses erreurs, être vulnérable. Ça me paraît important, OK? Mmh. Peut-être pas il y a des années, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je Mmh. fonctionne. Et quand tu as, cette curiosité que j'ai, mais curieux, moi, c'est naturel parce que je suis un extraverti. Mmh. Donc je vais poser parfois trop de questions. Je comprends pas. Dit la podcasteuse. Et donc, bon, voilà, je pense que c'est le bon mix, et j'aime bien tout ce que et la façon de voir aussi complètement différente. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais ça, faut vraiment avoir, le réflexe aussi de toujours s'interroger ou poser la question, comment tu vois les choses? Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Et cetera. Et pourtant, ça coûte rien de rajouter ça à la fin de sa phrase, hein, Mmh. mais oui, ça c'est un réflexe qu'on devrait avoir Et systématiquement. du coup, de connaître comment nous, on voit les choses pour pouvoir mettre en Ah regard. oui, oui, tout à fait, ouais, oui, C'est tout ça à fait. mais c'est rigolo, tu parlais de ponctualité tout à l'heure. Moi, j'ai découvert récemment, je donne des cours en école de commerce, et sur l'interculturel, et j'ai une étudiante chinoise qui m'expliquait, je crois que c'était en Chine, hein, ou c'était mon étudiant japonais, je sais plus. Si, c'était chinois, je crois, qui disait qu'en fait, arriver à l'heure en Chine, c'était mal vu. Ah non, tu es déjà en retard. Non, c'est le Ouais, Japon. c'est ça, c'est au Japon? Ouais. Et oui, parce qu'en fait, j'avais un étudiant chinois, japonais, et du coup, j'ai un peu mélangé les 2, et qui disait qu'en fait, heu, si tu arrivais à l'heure, ça veut dire que, tu montrais que, en fait, le rendez-vous était pas très important pour toi, Ouais, quoi. à l'heure, ça doit être un quart d'heure avant ou 10 minutes Ouais, avant. et que c'était, voilà, c'est pas juste ne pas Ah arriver non. en retard ou arriver à l'heure, non, c'est arriver en avance comme signe de respect, comme quoi tu te rends compte de l'importance de cette réunion. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas surpris que tu me dises ça. Mmh. Hem et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait apprendre. Non, mais oui, oui, ici, on en est loin, hein, Ouais, bah, on en oui, est loin. c'est clair. Heu, mais en même temps, je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut trouver entre les 2. Et bien que tu sois finalement, en Colombie où il y a peut-être un peu plus de souplesse sur, c'est moins ponctuel et cetera, Mmh. c'est pas pour autant, que tu ne respectes pas finalement, ni la réunion, ni tes équipes, ni le C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a le fait, il arrive en retard et il y a la Et signification la de ce fait. signification, ouais, voilà. Où nous, on a tendance à dire: «C'est parce qu'il me respecte pas», Ouais. alors que pour eux, ça veut pas du tout dire ça. Non, pas du tout. C'est Et l'interprétation qu'on Heu, va mettre sur une situation, quoi. et on revient à ce que tu dis et sur le sujet sur lequel on est, c'est l'interprétation qu'on va faire de Ouais. de de la situation. Mmh. Donc non, non, en effet, c'est là où tu dois avoir finalement une matrice qui doit être hyper agile Mmh. et se dire: «Tiens, est-ce que je peux pas voir les choses, comme tu l'as dit, différemment?» ou en tout cas voir les choses, non pas comme un Japonais, non pas comme un Colombien, non pas comme un Français, non pas c'est la diversité, la richesse de ces cultures qui devrait nous permettre finalement de voir, ou d'avoir une matrice qui voit les choses complètement différemment sous plusieurs, Plusieurs angles. ouais, Mmh. plusieurs angles. Non, j'aime bien. Bien les gens qui nous écouteront juste en podcast verront pas, mais tu faisais des gestes avec tes mains qui représentaient vachement bien, je trouvais ce truc de tourner autour, une sorte de sphère là, qui permet de tourner autour de la situation et pouvoir avoir des points de vue différents. Alors moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi beaucoup sur cette question d'interculturel, c'est comment on fait en contexte interculturel pour pas se sentir tout seul. Et je développe alors on par je très brièvement, je t'ai parlé du fait que j'étais karatéka, mais au karaté, il y a la notion de d'AIT. L'AIT, c'est ton partenaire, en fait, de combat, mais aussi d'entraînement. C'est pas juste le sparring partner comme on a en boxe de l'un contre l'autre. C'est la personne qui va t'aider à avancer, qui va t'aider à analyser le fait que tu bloques à tel endroit et cetera et c'est, réciproque. Et je trou tu vois, je repense à ce que tu me disais de ton line manager en Russie qui te disait: «Bah, tiens, pour, bien comprendre, je te conseille de faire ci, de faire ça». Toi, tu as des personnes dans ta vie avec qui tu peux échanger sur ces aspects interculturels ou de management particulièrement, tu vois? Des gens avec qui tu dis: «OK, là, en fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Toi, tu penses quoi?» Tu as des gens comme ça dans ton entourage ou au boulot ou en dehors d'ailleurs? Alors, c'est une bonne question parce que, figure-toi que des moments de solitude, comme on dit, des grands moments de solitude, Mmh. j'en ai vécu, mais vraiment plusieurs et à nombreuses occasions. Ces moments-là où tu es complètement perdu parce que effectivement, ton code, culturel ou ton histoire, elle correspond pas à ce que tu es en train de vivre, Mmh. OK? Au moment, et donc c'est des gros moments de solitude. Donc c'est des moments où en général, là, d'un coup, tu vas pas te renfermer sur toi-même, mais tu vas commencer à te poser des questions et cetera et bah, ces moments-là, quand je reviens d'un voyage ou d'une expérience, j'en parle à Delphine qui est ma femme et je lui dis: «Voilà, j'ai vécu ça». Et elle a cette capacité à voir les choses, Mmh. différemment, sous un autre angle et donc ça m'aide, OK? Hem, mais en même temps, au boulot, je l'ai souvent fait. Je l'ai souvent fait, mais avec mon entourage. Mmh. Heu, D'ailleurs, ça les surprend parfois que je partage des moments comme ça un peu, ça peut être presque des moments personnels, mais à un moment, ils vont comprendre que si je le fais, c'est parce que j'ai besoin d'eux pour, bah, qu'ils m'écoutent, Mmh. mais aussi peut-être qu'ils me donnent aussi une vision, une approche, un angle complètement différent. Ou ils m'aident, parce que j'ai aussi autour de moi des gens qui ont la chance d'avoir vécu dans plusieurs pays, qui Mmh. parlent plusieurs langues et cetera. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, OK? Mmh. Mais j'aime pas garder ce moment de solitude, heu, Tout parce que c'est seul. tout seul, parce que c'est une émotion et puis je vais presque pas endormir parce qu'il Ouais, faut que je le partage. ouais, je comprends, Voilà. l'extraversion. Je pense que ça joue beaucoup, C'est ça. mais ça aide tellement et c'est vrai que c'est intéressant parce que alors moi, quand j'habite à l'é les fois où j'habite à l'étranger, je suis pas forcément beaucoup dans les réseaux de français. Par contre, je suis quand même beaucoup dans les réseaux entre guillemets «d'internationaux», donc de gens qui ont habité dans plusieurs pays, même si c'est pas les mêmes que les miens. Voilà, mais dans ce milieu d'expatriés français, tu as quand même cette possibilité aussi des fois justement, tu as des gens qui ont vécu dans des expériences similaires peut-être dans d'autres pays et Ouais. ça c'est intéressant aussi ces rapprochements qui peuvent se faire, Oui, et j'aime bien en effet, moi aussi, parce qu'en fait, c'est passionnant d'écouter des histoires, heu, de ceux qui ont la chance, l'opportunité de vivre dans plusieurs pays. Mmh. Tout à l'heure, tu m'as accueilli, tu m'as parlé, de l'Australie, de la Roumanie, alors j'ai été en Roumanie, mais j'ai jamais vécu. J'ai toujours rêvé d'aller en Australie. Donc tu vois, je serais prêt à passer des heures avec toi, à t'écouter sur l'Australie,
parce que ça reste un rêve. Mais j'adore ça, tu vois. En plus, c'est souvent des histoires, des anecdotes que tu vois pas dans les livres, que tu Mm. vois pas dans les séries, que tu vois pas dans les films. Et puis c'est souvent des moments très émotionnels ou des choses qui t'ont marqué. Un peu l'anecdote que tu me racontais tout à l'heure sur ton, ta première que tu as fait, où tu as fait 6 mois dans une école anglo-saxonne en Oui. Australie et qu'en plein hiver, on t'oblige à rentrer l'année du bac de français, etc. Et ça, c'est des anecdotes. En fait, c'est l'émotion là qui parle, Ouais. tu vois. Mais c'est ça qui est fascinant. Moi, j'utilise beaucoup moi, les anecdotes et ce qu'on appelle le storytelling en général. En fait, les histoires. Je trouve que quand tu veux partager des valeurs parce que c'est ça l'interculturel, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas des Oui. données, ce sont des valeurs, c'est des postures, etc. Mais en fait, ce qui marche le mieux, ce sont les histoires. C'est pour ça que ça s'appelle Surprise interculturelle, ce podcast. C'est parce que ce qui est génial, c'est de dire, oh, voilà, oh, il m'est arrivé ça, je trouvais ça dingue. Et du coup, la personne en face, finalement, elle s'enrichit de ton vécu, comme si elle l'avait vécu aussi et je trouve ça hyper intéressant et je trouve Oui. ça chouette aussi que, ouais, à plusieurs reprises, tu reparles d'émotions et effectivement, je pense que l'émotion, c'est à la fois ce qui te permet d'ouvrir, ton champ des possibles et d'ancrer, en fait, cet apprentissage, finalement, Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu aurais, un ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui vont se retrouver à travailler, alors en contexte interculturel ou à gérer des équipes, multiculturelles? Moi, je pense qu'il faut prendre le temps, d'observer, de d'écouter les gens. Le mieux, c'est finalement aussi de se préparer. Mmh. D'arriver dans un pays sans avoir pris le temps de se découvrir le pays, anticiper et voir se connecter avec des gens qui ont vécu là-bas ou qui sont originaires de là-bas, etc. Je pense que c'est bien de se préparer. C'est Mmh. toujours mieux de se préparer. OK? Et après, une fois sur place, je pense que c'est c'est un moment clé parce que c'est un moment qui va être tellement prenant en termes d'énergie, en termes d'émotion, en termes. Et en fait, on n'arrive pas on veut tout absorber. C'est comme on a un appétit Mmh. à vouloir tout, tout prendre, tout manger, tout absorber, tout goûter, etc. Je pense que les choses vont se faire progressivement. Mmh. Et il y a toujours des étapes. Il y a toujours des étapes. Et je pense que finalement, on tombe toujours finalement amoureux de la situation dans laquelle on se retrouve. Nous, oui. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais il faut se laisser l'opportunité de Ah, tomber amoureux. je pense que si, je pense que Mais c'est si. comme toute histoire d'amour, il y a toujours du positif et du Il y a du négatif. négatif, Il ouais. faut trouver des compromis, il faut Ouais, ouais. absolument. Ouais, j'aime bien cette idée. J'ai complètement perdu le fil de mes questions, parce que Ah j'avais des oui, ah questions bah à la base. Non, écoute. si, on est resté. Hem, Aujourd'hui, si tu pouvais travailler dans n'importe quel pays, il y aurait un pays en particulier où tu aurais envie d'aller travailler? Hem, je pense que j'ai véritablement un coup de cœur pour les pays d'Amérique latine. Mmh. Alors peut-être que la culture, de l'Amérique latine et latino, c'est peut-être plus proche de la nôtre, comme français, je saurais pas te répondre. Mais j'adore, les valeurs, le comportement, l'attitude, la générosité, Mmh. la simplicité, la bienveillance qu'ont les latinos, de manière générale et bien sûr, bah, la nourriture est extraordinaire, la musique est fabuleuse. Le climat est sympa, Ah, c'est clair. et puis la nature est aussi, fantastique ici. Donc j'ai envie de dire ici, c'est presque le meilleur compromis, Mmh. OK? Mais en même temps, comme je te l'ai dit, j'ai un rêve, c'est de découvrir, l'Australie. Donc Ouais. je ne sais pas si c'est professionnellement ou personnellement, mais j'aurais adoré vivre une histoire en Australie. Mmh. Ce pays me paraît tellement grand, gigantesque et les distances et je sais pas, c'est peut-être l'inaccessible qui me donne envie d'aller là-bas. Il y a et moi j'en parlais hier avec ma maman justement, pour moi, il y a je trouve un lien entre l'Australie et la Colombie dans la manière dont je le vis et je pense Ah que oui? c'est beaucoup lié au rapport à la nature.
Ah Il oui. y a un côté, immensité, diversité qui me transporte au-delà de, tu vois? Je sais pas, ça va sembler très, très, très philosophique, mais au-delà de ma simple humanité, quoi, tu vois? Il y a une sorte de connexion au monde dans ces pays-là qui est un peu différente, je trouve, parce qu'il y a une telle richesse Oui, de puis la le rythme de nature. vie est différent, Ouais, j'imagine, ouais, ouais. le rapport au travail, le rapport à la relation humaine, je Mmh. sais pas, au sport, La confiance, la moi, c'est un confiance, des points centraux, et pareil, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus parce que je trouve ça fascinant, le fait que de base, la culture, australienne est beaucoup plus dans la confiance que la culture française. ah bah, ça, c'est Donc génial. donc typiquement, nous, ça nous est arrivé, d'aller, camper dans des parcs nationaux et puis en repartant, tu mets l'argent dans une boîte aux lettres, quoi. Ou tu as des bouquets de fleurs qui sont à vendre sur le bord de la route, avec personne là, avec une boîte, avec le prix, et puis tu mets les sous, tu vois? C'est Voilà pourquoi je dois aller en Australie. donc tu me raconteras. Moi, Ouais, je te donnerai cool. les bonnes adresses. Alors, j'ai toujours des questions bonus à la fin, mais il y a une question que j'ai envie de te poser avant parce que moi, j'ai eu un choc culturel là-dessus, une surprise interculturelle en Colombie sur le rapport des gens à leurs animaux domestiques et à leurs chiens particulièrement. C'est impressionnant, ça n'a rien à voir avec la France, j'ai l'impression. Non, tu as raison, ici, bah, on peut croiser d'ailleurs tous les jours, des dog sitters avec de Avec nombreux 8, chiens. Il y en 10 a chiens, 8-10 chiens, on c'est dirait une meute. impressionnant. Alors, hem et ça d'ailleurs, c'est déjà un premier signe. C'est-à-dire que tu as énormément effectivement, de passion pour l'animal de compagnie ici et tu le vois à travers, ces promeneurs de chiens qui, d'ailleurs promènent des chiens incroyables. C'est-à-dire, Oui. et ce sont des chiens de race, comme on dit ici, et qui sont incroyables, de beauté, j'ai envie de dire, et qu'on ne voit quasiment plus chez nous. Enfin, ici, on croise encore des dogs allemands, qu'on ne Mmh. voit plus chez nous. C'est ces grands chiens, énormes et très beaux. Et en fait, le rapport avec l'animal ici, bah, effectivement, mais c'est un rapport qui est en train d'évoluer partout dans le monde, mais qui est particulièrement ici, visible. C'est qu'ils considèrent en fait l'animal comme un enfant. Mmh. Voilà. Ils s'appellent, on appelle ça des pet parents. C'est-à-dire que OK. ce sont des parents, heu, d'un chat ou d'un chien. Mmh. Ce ne sont pas des propriétaires. Mmh. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc si tu veux, le rapport est complètement différent. Et quand, en France, on a un certain pourcentage de gens qui vont, dormir avec leur chien, bah, ici, c'est quasiment, plus de la moitié, qui vont dormir avec, leur Mmh. animal de compagnie, quoi. Puis des habits, des Ah maquis oui. certains et on a même vu des chiens avec des chaussures à talons quand même, hein. Ici C'est assez balèze. C'est tu sais, on a une valeur chez nous qui est la connaissance et le respect chez Royal Canin et donc ça fait partie de mes valeurs. Donc si tu veux, parfois j'ai un peu de mal effectivement à voir, ce rapport humain, qui déborde mmh. parfois, mais en même temps je peux le comprendre. Parce que, on sait à quel point, un chien ou comme un chat, peut tellement donner, à une personne, seule, à des enfants, à des couples et Il y cetera. a un côté En inconditionnel en fait, de inconditionnel, le l'amour rapport, animal. la Mmh. relation est incroyable et ça a pas de prix finalement. C'est-à-dire que, hem, bon, j'ai un de nos présidents qui disait un truc que j'adorais, c'est que quand il rentrait de voyage, systématiquement, quand il arrivait à la porte, il mettait à peine la clé dans la serrure, il ouvrait la porte, son chien était toujours derrière la porte Mmh. en train de l'attendre et lui sauter dessus. Alors que ses enfants, non. Ouais. Nous, on le faisait avec mon papa. On lui sautait dessus quand il rentrait de voyage. Voilà. Non, mais c'est finalement le rapport avec, les animaux ici, c'est un rapport, d'amour inconditionné, Mmh. OK? Donc effectivement, pour une marque comme la nôtre, c'est des territoires, hyper intéressants, Mmh. hyper intéressants et non, ici effectivement, c'est un pays, très proche, des de l'animal domestique. Mais aussi, heu, tu me disais que tu étais parti passer quelques jours ici à quelques
à quelques heures de Bogota et que tu avais vu des colibris, La magie des colibris. la magie des colibris. Moi, Oui. tu vois, la magie du colibri et l'effet que ça ait, Mm. l'émotion que tu as sentie ce moment de voir ces colibris. Moi, j'ai la même émotion que toi quand je vois des colibris d'ailleurs. Les Colombiens ont la même chose avec leurs chiens ou avec leurs chats. Extraordinaire. Ouais, Bon, question bonus. dis-moi. La première question, c'est est-ce qu'il y a un plat traditionnel ou une cuisine du monde que tu aimes particulièrement? Ah oui, moi je suis, j'ai 2 cuisines, c'est la cuisine asiatique, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. OK. Je vraiment, j'adore le street food en Thaïlande, au Vietnam, ça c'est vraiment, ou alors le masala chai d'Inde, qu'on Mmh. prend dans la rue, ça c'est extraordinaire. Mmh. Et j'ai une passion pour un pays que j'ai découvert en premier. Je t'ai raconté ça au début de notre interview, c'est la Grèce. Mmh. J'ai vraiment une Ah, la attirance cuisine pour grecque. la cuisine grecque. Mon Dieu. Ouais, Je c'est, pourrais manger, de la feta, et du tzatziki à tous les repas. tu vois qu'on a plus d'un point commun. Ouais. La feta, tu sais, qu'ils font cuire, Ah ouais, non, dans du papier alu, là, avec du citron et mon Dieu que c'est bon. fabuleux. 2e question bonus, est-ce qu'il y a une chanson, pareil, une chanson traditionnelle ou une musique du monde, ou un style de musique que tu aimes particulièrement? Je vais revenir, en fait sur, l'Amérique latine. J'adore, la salsa. Je trouve que c'est, une des musiques, qui donne de l'énergie, qui me donne le sourire. Je Tous les week-ends, systématiquement et même parfois la semaine, j'allume la radio, la musique et je mets la salsa. C'est-à-dire qu'on déjeune avec la Mmh. salsa. Il y a de la salsa dans l'appartement, dans la cuisine, plus d'une fois par semaine et je reviens toujours à ça parce que Ouais. j'aime bien découvrir toutes les musiques du monde. Vraiment, j'aime beaucoup découvrir toutes les musiques du monde, Charlotte. Salsa. Néanmoins, je reviens toujours à la même, c'est la salsa. Tu danses? Je vais pas te raconter trop d'anecdotes, mais tu sais, à Paris, dans les années 90-2000, il y avait un endroit qui s'appelait le Monte Cristo, qui était un des endroits les plus réputés pour OK. danser la salsa. Ok? Et j'étais à Paris, célibataire, et donc j'allais là-bas pour apprendre à danser la salsa, mais aussi parce que je me dis c'est le seul moyen pour pouvoir rencontrer Ouais. quelqu'un. Et puis là, j'étais bien obligé. Donc, j'ai appris à danser la salsa au Monte Cristo à Paris. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais quand je dois me lancer dans la salsa, Mmh. je suis pas très à l'aise, mais alors que j'adore l'écouter. Donc tu maîtrises pas la salsa caleña de Cali et c'est impressionnant. Je Malheureusement, sais non, pas mais comment ils j'adore. font avec comment ils bougent leurs pieds et leurs jambes, Ouais, ça. oui, oui. Puis il y a vachement de proximité Ouais. aussi, hein. Ouais. Bon et finalement, c'est pas avec la salsa que tu as rencontré ta femme? Non, Vous étiez ensemble à Royal Canin, je crois, c'est ça, non? je l'ai croisé chez Royal Canin, oui. Je l'ai croisé chez Royal Canin et on s'est perdu de vue pendant 10 ans. Et 10 ans après, peut-être que je manquais de maturité 10 ans avant, peut-être, et je me suis dit: «Tiens, finalement, la personne qui, finalement, a été, la plus incroyable, avec moi et les moments, qu'on a vécu ensemble, c'était Delphine». Donc je l'ai rappelée 10 ans après et j'ai eu la chance, Génial. de redécouvrir Delphine, pas trop engagée. Et la super partenaire de voyage et Ah d'aventure oui, pour, là, toutes les années c'est qu'on oui, suivra. oui, ça, c'est important. On lui fait un petit coucou parce que c'est quand même elle qui nous a mis en lien. Moi, je Oui, connais merci Delphine. Delphine, c'est vrai. Merci, je peux croiser, Charlotte, grâce à toi, finalement. 3e question bonus sur les 4 donc. Est-ce qu'il y a un rituel ou une fête que tu aimes particulièrement dans un pays du monde? Alors rituel, ça peut être large, ça peut être aussi bien une fête, religieuse, une fête, civile que, la manière dont on salue, dont on montre le respect, enfin, voilà, un rituel pour les gens dans un pays qui te plaît particulièrement. Ça peut être le toast russe. Non, non, il y a une fête que je trouve particulièrement, qui m'a marqué parce que je l'ai vécue 2 fois, c'est en Inde. C'est la fête des couleurs. Alors Le Holi. le Holi. Mmh. En fait, si tu veux, l'Inde, c'est un pays dans lequel aussi j'ai eu l'occasion de pas mal voyager Mmh. et j'ai été surpris par toutes ces dates, tous ces moments de fêtes, Mmh. dans ce pays et ces fêtes sont d'une richesse culturelle
mais alors c'est là où vraiment tu sors de ta zone de confort. Ok. Et au lit, c'est vraiment quelque chose de particulièrement, c'est énergisant, c'est inspirant, parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a des codes vestimentaires, parce que tu dois aussi toi-même participer, tu vois, à cette fête. Donc au lit, ça a été des moments incroyables, mais j'aime beaucoup aussi le côté en Thaïlande, en Asie, où systématiquement on te dit bonjour, on te dit au revoir, on te remercie avec une gestuelle bien particulière. Donc, En liant les mains, en en liant reliant les les mains et mains, en s'inclinant un et petit ça, je peu. trouve ça, aussi, c'est très typique à ces pays-là. Donc, tu vois, et c'est des marqueurs en fait pour moi. Après, comme fête, j'aime toutes les fêtes finalement. Ça va. Tout ce qui réunit les gens. Tout ce qui réunit les gens, tout ce qui peut être des moments, d'émotion, j'aime bien toutes les fêtes. Mmh. Et dernière question, alors qui est pas facile, moi personnellement, je sais pas si je saurais y répondre. C'est est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Un pays qui me touche plus qu'un autre, moi j'adorerais, j'adorerais te dire, tel pays ou tel pays. Heu, non Charlotte, j'aime tous les pays, j'aime tous les pays, C'est une mais réponse acceptable. j'aime particulièrement la Grèce, si tu veux savoir. Ouais, J'aime particulièrement la Grèce. ça a été le point de déclic, C'était le point de déclic, mmh. et je trouve que c'est un pays qui offre, tellement de choses, qui est pas si grand que ça, qui est petit, et cetera. Et puis moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Donc, finalement, quand je suis en Grèce, bah, je suis excessif, sur l'aspect culinaire. J'aime beaucoup la Grèce, voilà. Mais c'est pareil, la Mais je ne cuisine, ça connais régale. toujours pas l'Australie, et donc peut-être Non. qu'effectivement ma Donc dans réponse les peut pays évoluer. vus, il y a la Grèce et dans les pays à voir, peut-être l'Australie. Peut-être l'Australie. Ouais. Peut-être l'Australie, quand même. Merci beaucoup, Non, c'est Ludovic, moi qui te d'avoir pris le remercie. temps de nous partager, tout ça, de me partager tout ça et puis, bah, tous les gens qui vont regarder ou écouter le Merci, podcast. Charlotte. J'ai vécu un très bon moment. Je m'attendais pas à ça, je t'avouerai. Et non, merci de m'accorder cette interview. Et puis bah écoute, hein, je souhaite à tout le monde de vivre des aventures comme nous avons vécu d'ailleurs Ouais. tous les deux. Et puis je souhaite aussi à tous ceux qui ont la chance de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, d'en profiter, parce que c'est un cadeau en fait, finalement, c'est un cadeau. Voilà, Absolument, quel joli mot de la fin. Je valide. Merci. c'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.